On va maintenant parler des aspects psychologiques associés au traitement, au cancer. Je suis Émilie Shanks, je suis psychologue au CHUM dans l'équipe d'oncopsychologie. Alors, on est quelques psychologues à faire partie du service d'oncopsychologie. On va commencer par regarder un peu les réactions normales et courantes qu'on peut avoir suite au diagnostic. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une période de choc suite à l'annonce du diagnostic. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Il y a une période d'adaptation qui est normale dans tout ça. C'est normal aussi d'avoir des incertitudes, des appréhensions, que ce soit face au traitement, face aux effets secondaires. Il y en a même qui peuvent anticiper la fin des traitements aussi. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir des inquiétudes quand on fait face à beaucoup d'incertitudes. On peut se sentir submergé aussi. Donc, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a une quantité d'informations que vous devez encaisser aussi. Donc, le fonctionnement du système, le vocabulaire auquel on n'est pas habitué, tout ça fait partie des éléments là, qui peuvent faire en sorte qu'on se sent submergé. L'organisation des finances, de l'horaire, comment on planifie tout ça. On peut se sentir un peu impuissant aussi. Donc, c'est important de vous laisser le temps de réagir à tout ça, d'accueillir ce qui est présent. Autre réaction normale et courante qui est très fréquente, se sentir vulnérable. Il peut y avoir des altérations à l'image de soi, autant l'image corporelle, physique, de par des cicatrices d'une chirurgie ou de par la perte de cheveux, mais aussi l'image de soi dans son ensemble. Donc, comment on se perçoit si le travail est important pour nous puis qu'on doit être en arrêt de travail. C'est sûr qu'on peut se sentir déstabilisé. On n'a plus nos repères d'avant. Il y a un changement dans l'équilibre de vie qui se fait. Il peut y avoir des changements de rôle aussi. Il y a certaines personnes qui sont habituées d'être dans un rôle d'aidant, puis là, de se retrouver dans le rôle où c'est nous qui avons besoin d'aide, ça peut être inconfortable. Donc, le sentiment de vulnérabilité est très présent et très normal. Il peut y avoir aussi des remises en question. Selon nos priorités, nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous finalement maintenant, de faire une quête de sens où on essaie de faire du sens avec ce qui arrive autour de nous. Donc, il y a plusieurs remises en question qui sont normales. On veut aborder certaines fausses croyances en lien avec le cancer parce qu'on le remarque souvent, on en entend parler, puis c'est important pour nous de désamorcer certaines choses pour pas que ça vous nuise dans votre parcours. Premièrement, c'est très fréquent, je ne dois pas avoir de pensée négative. C'est impossible, mais c'est assez véhiculé dans la psychologie populaire, comme quoi il faut penser positif, tout va bien aller. C'est pas possible. Vous avez des mauvaises journées, vous en avez toujours eu. À travers une seule même journée, on va avoir plusieurs pensées positives, négatives, neutres. On ne peut pas juste avoir des pensées positives, puis c'est normal d'avoir des moments où c'est plus difficile. Donc, je dois éviter le stress à tout prix. Ça aussi, c'est faux. C'est impossible. On a du stress constamment dans notre vie, puis notre corps est fait pour combattre, pour s'adapter à différents stress. Donc, en plus, quand on veut éviter à tout prix n'importe quelle source de stress, on se stresse davantage. Donc, il faut faire la part des choses. Tout comme les pensées négatives, on ne peut pas éviter tout stress. Puis c'est important de trouver la gestion réaliste dans tout ça. Autre fausse croyance, on peut toujours identifier la cause du cancer. C'est pas possible, ça non plus. Le cancer, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs éléments, autant génétiques, environnementaux que d'habitudes de vie, qui peuvent entrer en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore du développement du cancer. Donc, c'est pas un seul stress, c'est pas un trait de personnalité, c'est pas un événement, c'est pas vous qui avez créé tout ça. Il y a plusieurs facteurs impliqués.
Donc, c'est important de faire attention à ces fausses croyances-là et probablement d'autres fausses croyances aussi qui sont là, mais dans les plus importantes, c'est ce qu'on dénote parce que ça peut entraîner de la détresse quand on entre un peu dans cette spirale-là. Donc, quand on parle de détresse psychologique, les signes qu'on veut que vous ayez en tête, que vous gardiez en mémoire, différentes façons de pouvoir remarquer comment on peut se sentir en détresse. On peut ressentir de la tristesse ou une perte d'intérêt. On peut ressentir des inquiétudes, des peurs, de l'anxiété. Il peut y avoir des problèmes de sommeil aussi qui nous mettent la puce à l'oreille, des changements de comportement. Si vous vous sentez irritable, si vous avez tendance à vous isoler beaucoup alors que ce n'est pas à votre habitude, ou sinon vous avez besoin d'être constamment rassuré. Évidemment, avoir des idées noires, des idées suicidaires, tout ça, ça peut être un signe de détresse psychologique. Tous ces éléments-là peuvent être un signe de détresse, mais ils ne sont pas automatiquement. Hein. Si vous vous sentez triste une journée, mais que vous remontez bien de ça, que vous n'êtes pas déprimé à outrance, que ça n'arrive pas fréquemment, que c'est passager, puis que ça passe relativement bien, c'est tout à fait normal, encore une fois. Mais par contre, si c'est très intense, que ça dure toute la journée, plusieurs jours, que ça nuit un peu là, à votre fonctionnement quotidien, bien là, ça vaut la peine là, d'adresser ces symptômes-là. Donc, quand ça devient souffrant, c'est important de ne pas rester seul avec ça. Donc, l'oncopsychologie, les oncopsychologues, on est là pour vous aider dans ces moments-là. On est un service spécialisé. On est des psychologues qui voient seulement des patients atteints de cancer. Alors, ça prend une requête par un professionnel ou un médecin du CHUM. Puis on est là pour faire l'évaluation et le soutien à l'adaptation en lien avec le cancer et les traitements puis ce qui en découle. Donc, on peut être là à toutes les étapes de la maladie, hein, que ce soit au début, mais aussi à la fin des traitements. On ne s'est pas uniquement réservé là, pour la période de traitement, les services qu'on peut vous offrir. De quoi on peut parler avec un psychologue en oncologie? Mais de diverses choses. Donc, ça peut être le choc du diagnostic, des pertes, des bouleversements que vous pouvez vivre, les émotions douloureuses qui sont présentes. On en a parlé tout à l'heure, hein, tristesse, anxiété, peur, colère. Des discussions à avoir avec vos proches. Comment aborder le sujet, quoi faire pour bien communiquer, de la difficulté à identifier puis à respecter vos limites, de l'impact des traitements sur vous, sur votre vie, sur votre entourage ou de n'importe quelle préoccupation là, importante en lien avec la maladie. Donc, il ne faut pas attendre d'être cloué au lit parce que vous êtes trop déprimé ou trop anxieux. On est là avant dans le processus. N'hésitez pas à demander de l'aide aux besoins. Mais avant, par contre, ce que vous pouvez faire dans tout le processus pour vous aider à bien passer au travers, donc vos stratégies d'adaptation à vous, quels sont vos trucs? Vous avez déjà eu d'autres sources de stress dans votre vie, vous avez déjà fait face à d'autres épreuves probablement. Allez chercher ce qui a déjà fonctionné pour vous. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir mieux quand vous vous sentez moins bien? Donc, à travers l'adversité, là, on reprend un peu l'image de l'iceberg. Vous avez des ressources en vous qui sont là. Il faut juste les mettre en lumière. Prenez le temps de vivre vos émotions. C'est important de ne pas vouloir passer par-dessus certaines étapes. Hein. Il faut passer au travers du mieux qu'on peut. Donc, prendre le temps de vivre ces émotions. Restez actif. Évitez l'isolement, adaptez vos activités en fonction de votre niveau d'énergie, de votre niveau de fatigue. C'est important de ne pas trop vous pousser, mais de demeurer actif le plus possible. Ça aide pour la gestion du stress, pour la gestion de l'humeur, ça aide pour le sommeil. Donc, l'activité physique modérée est importante. Entretenir l'espoir par plein de façons, des projets à court ou moyen terme, que ce soit en développant ou en reprenant contact avec votre côté créatif. Puis,
on parle de créativité, mais c'est pas uniquement du dessin ou de la peinture. Pour certains, ça va être de construire une bibliothèque pour ranger dans votre garage. Ça va être d'avoir des activités plus manuelles. Mais donc, essayez d'entretenir par toutes sortes de moyens possibles de l'espoir en faisant des petites choses dans le quotidien pour vous. Donc, le contrôle et le lâcher-prise, hein, c'est tout à fait normal de se sentir un peu en perte de contrôle dans certaines périodes. Puis, par contre, c'est pas vrai qu'on peut pas contrôler certaines choses. Il y a des petites choses sur lesquelles on peut avoir un contrôle. On ne peut pas contrôler la durée, par exemple, de votre traitement de chimio ou vos réactions que vous allez avoir face à la chimiothérapie. Par contre, vous pouvez contrôler ce que vous apportez comme collation ou comme lunch pendant cette période-là. Si vous voulez vous apporter de la musique pour favoriser une ambiance intéressante pour vous, de la lecture. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous reprendre un sentiment de contrôle. Après ça, on veut essayer d'éviter la recherche excessive d'informations. Hein. Avec Internet aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller trouver aidantes sur des sites fiables, mais non aidantes aussi. Donc, il faut faire attention à limiter les recherches excessives d'informations. Posez des questions à votre équipe de soins, c'est les meilleures personnes pour vous guider dans les réponses à avoir. Après ça, on essaie de lâcher prise sur le reste. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais en le pratiquant, ce fameux lâcher-prise-là, vous allez avoir du succès, c'est sûr. On essaie d'agir sur le présent. Je le disais tantôt, des petites choses qu'on peut faire pour s'aider, pour se faire du bien, puis pour rester dans le moment présent, en faisant attention aux scénarios. On ne veut pas s'embarquer dans 50 scénarios possibles, souvent catastrophiques, qui n'arriveront probablement pas. Donc, d'essayer d'anticiper puis de s'inquiéter des choses qui pourraient peut-être éventuellement venir, c'est jamais aidant. Sinon, la communication aussi. C'est un outil qui est très important pour avoir du soutien. C'est la base, mais on y revient parce que ça vaut toujours la peine là, de faire un petit rafraîchissement. Donc, d'oser demander, communiquer vos besoins clairement à vos proches, à ceux qui peuvent vous offrir du soutien. Donc, votre entourage, mais aussi votre équipe de soins. Donc, c'est important d'affirmer ses besoins, de mettre ses limites, de parler de vos attentes face aux autres. Hein. Donc, des fois, vous pourriez avoir besoin de parler un peu plus de comment vous vivez quelque chose avec un proche. Puis, il y a d'autres moments où vous aurez besoin plus d'une soupe. Donc, c'est important de pouvoir aller vers différentes personnes pour essayer de maximiser leur capacité à eux de vous offrir du soutien. C'est important aussi de déléguer des tâches. Vous n'aurez peut-être pas la même énergie qu'avant et vous n'aurez pas une énergie constante. Donc, c'est important de pouvoir accepter de déléguer et accepter aussi que ça ne soit pas fait comme vous l'auriez peut-être fait. Donc, c'est correct de réviser un peu certaines attentes. Puis par rapport à la communication avec les enfants, il y a une fiche santé qui est disponible sur le site Internet du CHUM qui aborde cette question-là. Comment on parle de ça? Comment on aborde la question? Comment on les prépare, puis comment on les accompagne du mieux qu'on peut dans tout ça. Donc, vous pouvez aller sur le site du CHUM ou demander la fiche à votre infirmière lors des traitements. Je suis certaine que ça va être disponible au 15e étage ou sinon sur le site. Donc, certains outils utiles que vous pouvez aussi avoir accès, donc que ce soit la respiration abdominale, vous n'avez pas besoin de rien pour le faire. Hein? L'important, c'est juste de respirer par le ventre en gonflant bien votre ventre, puis en le dégonflant. Que ce soit par le nez, par la bouche, c'est pas grave, mais on veut juste bien gonfler le ventre pour aller activer le système parasympathique qui, lui, va venir calmer les hormones de stress. Sinon, il y a différentes applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou sur votre tablette. Donc, il y a Respirelax qui est juste une petite bulle que vous suivez, qui monte, qui descend pour chaque inspiration et expiration. Il y a Petit Bambou qui est axé sur une méditation en pleine conscience, qui est intéressant aussi, que plusieurs personnes connaissent probablement déjà.
Puis il y a une fiche santé aussi sur, encore une fois, le site Internet du CHUM, dans l'onglet les fiches santé, sur la relaxation. Donc, vous pouvez utiliser ça pour vous aider avec certains types de relaxation. Il y a le livre de José Savard aussi qui est important, qui est intéressant. Donc, faire face au cancer avec la pensée réaliste, qui vous enseigne un peu comment adopter des lunettes claires et non des lunettes noires ou des lunettes roses. Donc, comment avoir une pensée réaliste face à ce qui, à ce que vous vivez présentement. Donc, en résumé, c'est important de prendre soin de vous, développer de l'autocompassion, de la bienveillance, de vous laisser du temps de passer à travers tout ça, puis de demander l'aide aux besoins. Merci.